Bon, cette vidéo a été censurée, et ça tombe bien parce que j'avais oublié d'enfiler ma veste. C'est reparti, voilà la version auto-censurée. En fait, c'est la troisième version de cette vidéo. Cette fois-ci, c'était mon choix de la retirer et pas celui de YouTube. Certains m'ont fait part de leur malaise lorsque je me suis moqué du physique du mec des décodeurs et de celui de Jean-Baptiste Lemoyne, et je suis d'accord avec vous. Je trouvais ça drôle sur le moment, et après coup, à tête reposée, c'est pas si drôle que ça. Et je m'en excuse. Pas auprès d'eux, j'en ai rien à foutre, mais auprès de vous. C'était nul, c'était petit, et ça décrédibilise mon propos. Parfois j'ai envie de me défouler, et vos critiques m'aident à me recadrer. Et pour ça, je vous en remercie. Avant que ça commence, j'ai un message à faire passer aux musulmans qui regardent mes vidéos. Déjà les gars, merci de regarder mes vidéos. Sinon, moi ça m'intéresserait d'avoir votre avis, donc si certains d'entre vous veulent m'envoyer un petit mail pour me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, s'il y a des trucs qui vous choquent ou qui vous blessent dans mes vidéos, moi ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'argument d'un droit à l'immigration opposable ne peut pas fonctionner puisque ce texte n'est pas juridiquement contraignant. Non contraignant, c'est le mot que vous allez entendre tous les jours à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas juridiquement contraignant. Juridiquement non contraignant. Les médias se sont bien gardés de parler de quelque chose de relativement important, quelque chose d'historique, et pourtant il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de concertation du peuple, rien du tout. Ils ont juste abordé la chose en mode combini de Sainte-Nitouche, 1 ou 2 jours grand max avant que le mal ne soit fait, avec un seul mot d'ordre. De toute façon, c'est non contraignant, alors circulez, mesdames et messieurs les racistes, c'est pas la peine de s'agiter. Vous l'avez compris, je parle du pacte de Marrakech, et vous n'êtes probablement pas sans savoir que Macron vient de signer ce pacte dans votre dos. Enfin, il a envoyé un sous-fifre, Jean-Baptiste Lemoyne, pour signer ce pacte à sa place. Jean-Baptiste Lemoyne, qui lui aussi a fait une petite vidéo en mode combini, gros plan sur son visage pour nous dire que son fake news est raciste, ceux qui dénoncent ce pacte. Ce pacte, soi-disant non contraignant, dont le texte commence pourtant par « Nous nous engageons à ». Ce pacte est notre arrêt de mort civilisationnel écrit noir sur blanc. On était déjà mal barré, mais là pour le coup, c'est le coup de grâce si j'ose dire. Ce pacte favorise, sinon encourage, l'immigration illégale en renforçant les droits des tout en fournissant un matériau de choix aux juges. Plus un texte est flou, plus il est possible de l'interpréter de manière extensive. Ce qui se vérifie particulièrement en matière du droit d'asile, où l'appréciation de la notion incertaine de persécution en raison de l'appartenance à un groupe social, présente dans la Convention de Genève, s'est régulièrement étendue. Le caractère flou de la terminologie du pacte pourrait ainsi s'avérer dangereux, l'interprétation restant à la merci des juges. Alors en plus d'encourager les États signataires à s'infliger une constante, sans limite et qui garantit toutes les aides sociales, donc votre argent, au de la terre entière qui pose le pied sur votre sol, en plus de pousser les pays d'accueil à mettre tout en place pour que les conservent leur culture d'origine, qu'ils ne s'adaptent pas et donc que ce soit aux pays réceptacles de s'adapter aux us et coutumes des. Ce pacte, qui a été signé hier, je vous le rappelle, a aussi pour vocation de criminaliser toute future critique de l'immigration. Je répète, critiquer l'immigration sera un crime. Ce n'est pas juridiquement contraignant. Juridiquement non contraignant. Bien entendu. Ce pacte précise aussi que les médias et l'enseignement auront un rôle à jouer pour éduquer les peuples sur les vertus et les bienfaits du grand remplacement à coup de propagande, comme si c'était pas déjà le cas. Ceux qui s'y refusent seront rayés de la liste des subventions accordées aux médias ou autres. Les médias mainstream n'ont pas parlé de ce pacte, ou alors 5 minutes juste avant qu'il ne soit signé en mode désinformation circulez bande de racistes. Je suis prêt à parier qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de se tapoter sur l'épaule en se disant « Oui mais c'est pas de notre faute, il y avait les gilets jaunes, on n'avait pas le temps, et puis de toute façon, il faut pas réveiller le populisme, hein ?» On a un devoir de responsabilité, vous voyez. Le populisme, c'est mal, vous voyez. C'est mauvais, vous voyez. Voici une citation de Jean-Claude Juncker, bureaucrate non élu, alcoolique au dernier degré et maître suprême de l'Europe. Nous prenons une décision, puis nous la mettons sur la table et nous attendons un peu pour voir ce qu'il se passe. Si elle ne provoque ni tollé ni émeute, parce que la plupart des gens ne comprennent rien à ce qui est décidé, eh bien nous poursuivons, pas à pas, jusqu'au point de non-retour. Ce n'est pas juridiquement contraignant. Juridiquement non contraignant. Pas à pas, jusqu'au point de non-retour. C'est ce qu'on appelle la fable de la grenouille. Si l'on plonge subitement une grenouille dans l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on la plonge dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir ébouillantée. Ce n'est pas juste une fable, c'est une expérience qui fonctionne réellement sur les grenouilles et qui fonctionne aussi avec nous. Nous nous sommes habitués à tant de choses.
On n'a plus le droit de dessiner certaines caricatures dans un pays supposément libre. Ils ont gagné là-dessus. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, sinon on finit au tribunal comme Zemmour ou Dupont-Aignan, en passant par Renaud Camus. Et quand c'est pas le tribunal, c'est les médias bien pensants qui vous traînent publiquement dans la boue pour vous faire taire. On s'est habitué au no-go zone et au laxisme judiciaire antiraciste. On s'est habitué au soi-disant accommodement raisonnable pour accommoder certaines populations qui répondent par toujours plus de demandes et toujours plus d'incivilité. On s'est habitué à l'insécurité et au racisme dans la rue, au racisme dans les médias subventionnés. On relativise. C'est pas si grave de perdre une ou deux dents dans une flaque de sang sur le trottoir ou de ne pas pouvoir s'habiller et se maquiller comme on veut de peur de se faire violer par une meute. C'est le prix à payer quand on a la même coupe. On s'est habitué à ce remplacement qui est culturel progressif comme la grenouille s'habitue à l'eau bouillante. On s'est habitué à ne rien pouvoir dire sous la menace de se faire traiter de raciste, d'homophobe ou de crypto-fasciste. C'est comme les pesticides, ça ne vous tue pas directement mais ça s'accumule pendant des années, des décennies avant de vous donner un cancer de la thyroïde. Si tout ça était venu d'un coup, ça ne serait jamais passé. Le leitmotiv des médias mainstream en ce moment, c'est de dire que ce pacte n'est pas juridiquement contraignant et que ceux qui tirent la sonnette d'alarme sont xénophobes et d'extrême droite. N'écoutez pas, c'est gluant. Un pas en entraîne un autre. Ce pacte est une horreur. Quel est l'intérêt de l'écrire ou de le signer si c'est pas contraignant, donc si c'est totalement inutile et juste symbolique ? C'est terrifiant de se dire que l'ONU, la Commission européenne et tous les autres conglomérats de bureaucrates non élus et sans visage sont en train d'utiliser leurs ressources pour écrire des textes soi-disant symboliques et non contraignants qui visent à nous écraser de la manière la plus douloureuse et humiliante possible, en nous remplaçant culturellement et en clouant le bec de celles et ceux qui en ont marre de se faire violer dans la rue. Il faut bien vous dire que ces gens-là, ces non-élus, qui refaçonnent le monde, notre monde, et qui, sur un coup de tête, décident de notre avenir, de votre avenir à vous, à vos enfants, eh bien eux, ils n'auront pas à subir le coût social des tensions raciales. Eux, ils ont des voitures de fonction, ou des voitures tout court, ils ne prennent pas le métro, jamais. Eux, ils ont des écoles privées, monoculturelles et homogènes pour leurs enfants. Ces gens-là financent ce nouveau monde, ce futur merveilleux avec votre argent, avec vos cotisations sociales. Pour moi, c'est comme forcer quelqu'un à creuser sa tombe avant de l'abattre et de l'y mettre. Alors on a André Siriouas, un avocat auprès de l'ONU et ex-conseiller juridique de la commission de l'immigration, du statut de réfugié, donc ce mec sait de quoi il parle et voilà ce qu'il a à dire au sujet de ce pacte, au sujet du pacte que Macron vient de signer. Ce pacte-là, c'est un piège. Tout simplement. Mais avant de vous passer cet extrait, voici l'instant pub. Alors aujourd'hui, l'instant pub tournera autour du thème du féminisme. Donc je vous recommande l'excellente chaîne d'Alexis Fontana, qui fait du très bon taf en critiquant le féminisme, c'est vraiment excellent. Je vous recommande aussi la chaîne de Moss Majorum, pareil, une excellente chaîne. Alors en plus de faire des superbes analyses, il traduit et sous-titre des vidéos d'anglais vers le français. Ça me fait penser à la chaîne de la liberté de l'hypocrisie, qui lui traduit des vidéos depuis l'italien vers le français, et qui met ça parfois sous forme de montages musicaux. C'est intéressant. Appello al presidente Macron che dice che gli italiani sono brutti, cattivi e Salvini è vomitevole. C'est inadmissible. Alors j'ai aussi envie de faire de la pub pour la chaîne de mon pote Ossalnef. Alors lui c'est un peu particulier. Je suis pas forcément d'accord avec lui, et ça vaut aussi bien pour lui que pour toutes les autres chaînes d'ailleurs. Mais pourtant j'aime beaucoup sa démarche. On sent que ses vidéos sont vraiment faites avec le cœur. Et un truc sympa, c'est que ce mec a beaucoup souffert de bégaiement, il en souffre toujours d'ailleurs. On l'entend surtout dans ses premières vidéos. Et alors j'ai envie de lui dire bravo, parce que dans tes dernières vidéos, mec, on n'entend presque rien du tout. Continue comme ça. La dernière pub du jour, ce sera pour la chaîne Opir TV. C'est une chaîne humoristique qui stagne à 400 abonnés. C'est une nana, complètement absurde, avec un humour un peu tordu, et je fais sa pub parce qu'elle se fout pas mal de la gueule du féminisme. Alors si vous allez vous y abonner, eh bien réclamez plus de ce genre de vidéos. Voilà un ou deux extraits de sa chaîne. Et tu peux pas avoir la beurette et l'argenterie de la beurette, t'es belle comme une camionnette. T'es belle comme une camionnette. On dit plus mademoiselle, on dit madame. Ouais, pour moi être féministe c'est plus qu'un engagement, c'est carrément un mode de vie. D'ailleurs à la maison il n'y a pas de couteau parce que j'estime que c'est un symbole phallique et que je refuse d'avoir un symbole phallique dans ma demeure. Alors pour info, sur ma chaîne secondaire, je vais très bientôt poster une vidéo qui va s'appeler... Je sais pas encore, c'est un nouveau concept que j'ai envie d'essayer, donc on verra. Mais d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne fin de civilisation. Et une très bonne année. En tout cas, merci beaucoup pour vos partages, pour votre soutien et un immense merci à tous les tipeurs. Ciao ciao.
Salut. Je pense que, tout simplement, il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est un texte qui est très mal écrit, qui est rempli de fautes. On ne sait pas où on s'en va. On le dit clairement, d'ailleurs, parce qu'on dit dans le pacte qu'on adopte le pacte, puis ensuite on dit qu'on va déterminer ce qu'il faut faire et déterminer les raisons. Alors, on ne sait pas du tout où on s'en va avec ça, sauf que il y a plein d'informations piégées là-dedans. Ce pacte-là, c'est un piège. Tout simplement, là. Pour résumer simplement, c'est ça. C'est absolument inhabituel comme document des Nations Unies. Mais quelles sont vos craintes? Par exemple, pour le Canada, qui en est un des signataires, qu'est-ce qu'on aurait à craindre? Deux choses. D'abord, il y a beaucoup de tentatives là-dedans de porter atteinte à la souveraineté des États. Et ça, c'est une première chose. L'autre chose, pour ce qui est du Canada, c'est qu'encore une fois, on considère que le Canada est une vache à lait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande majorité des pays, des États qui signent ces documents-là ne les appliquent pas, ne s'en occupent pas et, dans ce cas-là, ne reçoivent pas d'immigrants, ont des politiques anti-immigrants et n'en recevront jamais en pratique. D'autre part, il y a plein d'États membres des Nations Unies qui signent des documents comme ça et qui ne les respectent pas, même une fois qu'ils les ont signés. Le Canada les respecte et le Canada paye et c'est des pays finalement qui reçoivent déjà des immigrants, qui ont déjà des politiques pour aider les immigrants et les migrants qui vont être pris pour respecter toutes sortes de conditions impossibles à respecter finalement. Je pourrais vous donner quelques exemples. Oui. Le premier, c'est qu'il y a là-dedans une phrase que je pourrais vous lire, mais c'est tellement du charabia que ça ne vaut pas la peine. Mais il y a une phrase qui dit très clairement que si on l'interprète comme on devrait l'interpréter, le Canada devrait recueillir et s'occuper et aider tous les chômeurs du monde. C'est comme ça que ça peut être interprété. Tous les chômeurs du monde qui ont envie de partir de leur pays, précisons. Okay. Oui. Bon, mais pas une fois qu'ils sont partis de leur pays. Et leur trouver de l'emploi ici. Non seulement ça, d'améliorer leurs conditions dans leur pays. Il y a beaucoup de transferts de fonds du Canada ou des pays signataires vers des pays d'où viennent les migrants. Mais ce n'est pas précisé et bien sûr, c'est pas quantifié. On peut parler, dans certains cas, de milliards de dollars. Il faut se rendre compte des chiffres là-dedans. On parle au minimum de 250 millions de personnes en ce moment. Ouais. Et ça, oui. Abordons-le. Faisons juste les chiffres. Vous êtes 250 millions, parce que là, on parle en Afrique, dans certaines régions de l'Asie, sur la prochaine décennie, d'un phénomène majeur, là, beaucoup de migrants potentiels. Beaucoup de migrants potentiels, d'autant plus qu'on va les encourager comme ça, immigrants. C'est plus une immigration, pour ça, Trump a raison, c'est une invasion. On va faciliter une invasion d'étrangers et on va les aider à s'établir comme on n'aide pas nos propres citoyens. Et par la suite, dans 20 ans, avec les enfants qu'ils vont avoir, parce que leur taux de natalité est beaucoup plus élevé que celle des gens du pays d'accueil, ces gens-là vont avoir le contrôle du pays d'accueil. Si on vit en démocratie et que ces enfants-là sont nés ici, ils vont avoir le droit de vote, ils vont avoir le contrôle. Premier contrôle, ils pourraient tout simplement, par exemple, abolir la Charte des droits. C'est tout simple. C'est de la démocratie, ils veulent plus de la Charte des droits, ils l'abolissent. Monsieur Trudeau a quand même été assez clair dans ses réponses sur le fait que le Canada va maintenir ses politiques d'immigration, ses seuils d'immigration, le contrôle de ses frontières. Vous y croyez pas à ça, ce maintien de la souveraineté de chacun des pays? Parce que l'accord dit ça noir sur blanc, là, chaque pays garde sa souveraineté. Ce n'est pas ce que dit l'accord dans la pratique et le risque, c'est que tôt ou tard, on finit toujours par tirer la corde et par prendre des mesures qui ne respectent pas la souveraineté. C'est la tendance générale de certains documents des Nations Unies en ce moment et des accords bilatéraux dans certains cas ou multilatéraux. C'est de tenter de faire des brèches dans la souveraineté des États. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Il y a une chose, par exemple, qu'on trouve dans le rapport tout le long, et il faudrait pouvoir poser des questions aux gens qui ont rédigé ça. Mais A, on ne sait pas qui a rédigé ça. B, c'est extrêmement difficile de trouver le texte de l'accord lui-même, et personne n'a le temps de commencer à éplucher ça pour poser des questions. Moi, je vais en poser une très simple. Dans tout l'accord, on parle de problématiques femmes-hommes. C'est littéralement ce qu'on dit. On ne parle plus du tout
jamais, pas une fois, d'égalité des hommes et des femmes. On parle de problématiques femmes-hommes. Ça, d'après moi et d'après ce que je sais, ça vient de certains pays musulmans qui veulent, et de pays où la femme est subordonnée à l'homme, des pays traditionnels, très traditionnels, par exemple des pays où les femmes ne peuvent pas aller chez le médecin seules, ou dans certains cas ne peuvent pas du tout aller chez le médecin. C'est-à-dire que pour permettre la signature de tout le monde, on change, on parle plus d'égalité. On parle plus d'égalité. On ne respecte même pas à ce moment-là la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le document principal des Nations unies. Madame Arbour, Madame Louise Arbour, une Canadienne qui a présidé toute cette opération maintenant au pacte de Marrakech sur l'immigration, disait les gens qui, comme vous, expriment toutes ces craintes concernant la portée du pacte sont soit dans l'ignorance ou soit dans la mauvaise foi, là. Bien, si on est dans l'ignorance, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui vient répondre à nos questions? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir le texte? Pourquoi est-ce que le texte n'est pas présenté à la Chambre des communes pour être débattu par... Ça vous a surpris, ça, qu'il y ait eu aussi peu de débats à la Chambre des communes? Mais absolument. Je pense, moi, qu'on est simplement à l'étape où on commence à parler de ce pacte-là, puis on nous permet d'en parler. Il est déjà signé. On le signe, puis on nous dit, bon, ben allez-y, maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça revient à ça. Comment se fait-il qu'on n'ait pas débattu de ce pacte-là à la Chambre, que personne n'ait pu en parler? Parmi les pays, parce qu'on dit quand même, 80 à 85 % des pays du monde l'ont signé. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre des signataires, comment dire, qui sont à peine concernés? C'est-à-dire que les pays qui sont très pauvres, où personne ne veut migrer, apposent leur signature. Ça vaut ce que ça vaut. Là. Vous avez parfaitement raison. C'est un problème de fond. C'est que dans la réalité... Il y a combien de pays qui accueillent des migrants? L'Amérique du Nord, l'Europe, quelques pays d'Asie? Europe de l'Ouest, même Europe de l'Ouest. Non, dans les faits, ça vise vraiment un tout petit nombre d'États membres. Et en plus, c'est des États membres qui ont déjà des politiques pour accueillir les immigrants et qui font déjà beaucoup pour accueillir tous les migrants. Et d'un autre côté, vous avez des pays dans certains cas qui sont pas plus grands que des petites villes du Québec. Qui sont très pauvres. Qui sont très pauvres. Donc, ils n'accueilleront pas de migrants. Là. Ils signent, mais je veux dire... Vous connaissez combien de Canadiens qui veulent partir puis immigrer au Mali? On n'en connaît pas, puis on n'en connaîtra pas bientôt. Et c'est tout le problème aussi, justement, c'est l'explosion démographique en Afrique. Les chiffres sont effarants. En 2030, je crois, l'Afrique va avoir le tiers de la population du monde. Parce qu'ils ont des taux de natalité encore très élevés. Extrêmement élevés. C'est une des choses dont il faut parler, c'est le contrôle des naissances. L'Organisation des Nations Unies, qui est responsable de ça, a été comme mise à l'écart. On n'en parle plus jamais parce que, pour des raisons religieuses, entre autres, les gens sont contre la limitation des naissances. Alors, le FNUAP a été complètement mis de côté et on ne parle pas de ça. On ne parle pas là-dedans de ce que les pays d'où viennent les migrants devraient faire pour améliorer leurs conditions. C'est bien par là qu'on devrait commencer. S'il y a des problèmes dans ces pays-là, entre autres parce que ce pas des pays démocratiques, parce que c'est des dictatures très dures, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par régler ces problèmes-là plutôt que de venir faire la leçon aux pays qui accueillent déjà des migrants et qui les traitent très généreusement? Il y a des problèmes très sérieux là-dedans. On retourne la machine contre les pays les plus généreux et c'est eux qu'on va blâmer à cause de ce document-là. C'est eux qu'on va blâmer parce que personne, il n'y a pas un pays qui va arriver à remplir toutes ces conditions-là ou qui va arriver à les remplir de façon satisfaisante parce qu'en bout du compte, le texte viserait à ce que tous les individus du monde n'aient plus jamais aucun problème. Ça n'arrivera pas. Seul l'appel au peuple, le suffrage universel... Mais pour poser quelles questions? Ah ben il y a beaucoup de questions à poser. Non, alors attendez, eh bien je vais vous dire, lundi là, à Marrakech, va se signer un pacte migration de l'ONU, fondamental, qui va ouvrir les flux migratoires en Europe. Beaucoup de pays le refusent. La Hongrie, les États-Unis, le Japon, l'Australie. Mais c'est pas ça qui répond... Les Français n'ont pas le droit de savoir en termes de politique migratoire. C'est pour ça qu'ils sont allés sur les ronds-points avec un je vous dis, bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont allés sur les ronds-points. Le problème de fond de notre pays. Au sujet. Excusez-moi, le référendum, la consultation des Français sur les grands enjeux du temps, l'immigration, la politique économique, l'Union européenne, c'est fondamental. Le CETA, le traité de libre-échange. Vous savez ce qui manque aujourd'hui? C'est la consultation des Français. C'est qu'ils donnent leur voix. Et on peut le faire aussi par référendum d'initiative populaire. Ça existe en Italie,
Ça existe en Suisse, ça existe dans certains États américains. J'avais fait des propositions constitutionnelles, référendum d'initiative populaire. Seul le vote permettra d'éviter le prêchi-prêcha, le blabla que vous nous faites depuis des années. D'ailleurs, le seul référendum qu'il y a eu, en 2005, il a été bafoué par la droite républicaine, les républicains, et par le Parti socialiste. L'ARD a-t-elle passé sous silence le meurtre de la jeune Maria par un migrant? Un demandeur d'asile a tué la jeune Maria, une jeune fille de 17 ans. Et l'ARD, la première chaîne d'information publique allemande, n'a pas du tout abordé cette question. Et c'est le journal Le Bild qui va reprocher justement à cette chaîne, l'ARD, de ne pas du tout l'avoir abordée. L'ARD va se défendre à travers son journal d'information en disant que c'était un fait divers local et que donc cette information n'était pas nécessaire, ne touchait pas la chaîne nationale. Pour Euronews, il ne faut pas trop aborder cette question parce qu'il ne faut pas récupérer cette haine contre les migrants et les demandeurs d'asile. Berlin met en garde contre toute tentative de récupération du meurtre d'une étudiante. Le corps de Maria Ladenberger, 19 ans, a été retrouvé le 16 octobre à Fribourg. Sur la scène du crime, l'ADN d'un demandeur d'asile afghan âgé de 17 ans a été retrouvé. Silence médiatique en Allemagne, silence médiatique en France. Il n'y a que Le Point qui va aborder cette affaire à travers une polémique. Allemagne polémique après l'arrestation d'un Afghan pour meurtre. Tout simplement. La question qu'il faut se poser, comment se fait-il que l'ARD puisse se défendre en disant que c'est un fait divers? Et comment se fait-il que le Bild, le journal, un des plus gros journaux de l'Allemagne, puisse reprocher à l'ARD de ne pas avoir abordé cette information? Eh ben, si vous voulez, l'ARD, c'est la chaîne de télévision régionale, c'est un super France 3, France 3, France 2, si on compare par rapport à la France, puisque ce sont les télévisions public des Länder, de l'ensemble des Länder. Donc la vocation de l'ARD, c'est de faire remonter au plan national des informations locales qui sont d'abord traitées à l'échelon des Landes, puis à l'échelon national. Donc elle devait évidemment parler de cet événement. Mais en France comme en Allemagne, il y a une politique gouvernementale, enfin du gouvernement allemand comme du gouvernement français, qui est de cacher aux Français ou cacher aux Allemands tout ce qui peut être agression sexuelle ou crime émanant de ce qu'on appelle les migrants. Et par conséquent, il faut bien savoir que nous n'avons accès qu'à une toute petite partie de l'information. En l'occurrence, la chaîne de télévision allemande, là, voulait camoufler l'information, et l'information est camouflée et c'est quand même sorti. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. La politique est double, finalement. On cache, et quand on ne peut pas cacher, on dit qu'il ne faut pas récupérer. Donc d'abord on cache, ensuite, si on ne peut pas cacher, on dit n'exploitez pas cet événement. Or, cet événement, il est évidemment lié à la présence massive d'envahisseurs en Allemagne. On se souvient des agressions sexuelles de la Saint-Sylvestre et pourtant les faits ne se sont pas arrêtés là puisque j'ai retrouvé une dépêche AFP du 3 novembre, donc extrêmement récent. Allemagne, 7 Afghans arrêtés pour viol. On a donc un sentiment de généralisation des agressions sexuelles, même des viols. Et c'est Sputnik qui va publier notamment une recherche et un travail qui a été fait à l'aide de Google Maps qui prouve la hausse de la criminalité migratoire en Allemagne. Le travail qui a été fait, c'est simplement mettre des points sur les viols en relation avec les centres d'accueil de migrants. Alors, j'ai pas eu le détail sur la méthodologie qui a été utilisée pour ce travail. Il reste que, en tout cas, le travail est inquiétant. Enfin, et pour peindre un petit peu, pour donner un aspect général sur cette affaire, eh bien, cette fille qui a été tuée et violée était fille d'un haut fonctionnaire de l'Union européenne et fait d'autant plus marquant, c'est au moment de l'enterrement de cette jeune fille, le père avait demandé non pas d'envoyer des couronnes de fleurs, ce qui se fait habituellement, mais d'envoyer de l'argent en mettant son RIB pour aider les centres d'asile, les centres d'accueil des migrants.
Voilà, une partie relativement courte, mais c'était important de l'aborder. Jean-Yves, je vais vous demander une conclusion, tout simplement. La conclusion, c'est que quand l'affaire ne peut pas être cachée, elle est récupérée politiquement et l'attitude des parents consistant à nourrir en quelque sorte la machine à immigrants, la machine à envahisseurs qui a tué leur fille est assez épouvantable finalement et prouve l'état extrêmement dégradé de la situation de l'Allemagne. L'Allemagne, il faut le savoir, c'est un pays aujourd'hui qui est en train de mourir. Ok, alors pour celles et ceux qui sont encore là, voilà, je vous ai dit ce que je pensais de ce pacte, vous avez entendu ce qu'André Siriouas en pensait, ce que Nicolas Dupont-Aignan en pensait. Maintenant, je vous propose d'écouter ce que notre ami gluant fumeur de gitane Open Borders, tout de même, il faut le savoir, eh bien ce qu'il pense du pacte. Alors faites-vous votre avis par vous-même, et puis dites-le en commentaire. Normalement, je lis tous les commentaires les 3 ou 4 premiers jours après la sortie d'une vidéo. Salut, salut. Ce sera le déferlement de centaines de millions de migrants africains. L'Europe est à la veille d'un tsunami migratoire de type invasion, colonisation. Invasion, colonisation. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dit pacte de Marrakech, a déclenché un torrent d'intox sur les réseaux sociaux et dans les médias. Aujourd'hui, on engage la France dans un texte majeur qui va, à terme, enlever des prérogatives de souveraineté. L'extrême droite et une partie de la droite française assurent que ce texte ouvre les vannes d'une immigration massive en Europe. Avec ce texte, la France reconnaît un droit à la migration généralisée dans notre pays et le président s'engage tout seul, en notre nom, à consacrer des dizaines de milliards pour faire venir des centaines de milliers, des millions d'immigrants nouveaux. Mais qu'en est-il vraiment? Faisons le point avec Samuel Laurent, responsable des décodeurs. Premier intox, le texte de Marrakech créerait un droit à l'immigration opposable. L'argument d'un droit à l'immigration opposable ne peut pas fonctionner puisque ce texte n'est pas juridiquement contraignant. Ensuite, le texte ne contient pas, par ailleurs, dans ces 40 pages, aucunement il est écrit nulle part qu'il y a un droit à l'immigration opposable. Il précise bien que c'est de la souveraineté des États de décider leur politique migratoire, donc à aucun moment il n'y est fait allusion à ça. Deuxième intox, le pacte de Marrakech obligerait les médias à promouvoir les bienfaits de l'immigration. Il s'agit, en troisième lieu, d'organiser dans les pays signataires la persécution des opposants à l'immigration. Ils veulent par exemple promouvoir les bienfaits de l'immigration par une sensibilisation et une éducation des médias. C'est vous qui allez être éduqués en quelque sorte. Ça aussi, c'est complètement faux. En fait, le texte prévoit dans ses bonnes pratiques, éventuellement de dire privilégier une couverture objective de l'immigration et grosso modo ne pas subventionner des médias qui feraient de la xénophobie systématique. En gros, c'est ça que dit le texte. Là encore, c'est pas très nouveau, c'est grosso modo ce qui correspond à peu près à ce qui est prévu en France, où on peut retirer les subventions à un média si on estime qu'il n'est pas d'utilité publique, entre guillemets. La question s'était posée pour Valeurs Actuelles, par exemple, à une certaine époque. Donc là encore, c'est faux. Troisième argument qui revient souvent dans la bouche des détracteurs du texte. Mais on nous dit, oui, il y a ces mauvaises mesures, mais c'est pas contraignant. Donc, si c'est dangereux et que si ça sert à rien, pourquoi on le signe ? Parce que l'ONU, c'est le principe, l'ONU, elle n'est pas contraignante, et l'ONU fait beaucoup de choses comme ça, fait beaucoup de choses qui sont de l'ordre du symbolique, qui sont de l'ordre du texte de la grande déclaration morale. C'est le reproche récurrent que vont lui faire, à l'inverse des ONG, de dire qu'elle fait pas assez dans le concret et que c'est pas assez ambitieux. C'est plus ou moins ce qu'on entendait au moment de la signature de ce texte, que c'était un texte timide et symbolique, mais ça c'est le rôle de l'ONU de faire ce genre de choses. Ce texte a commencé à être discuté à l'ONU en 2016, mais s'il n'a commencé à faire polémique qu'1 an plus tard, c'est à cause d'une personne, Donald Trump. Le retournement de situation se produit fin 2017 quand Donald Trump annonce qu'il ne le signera pas. Là, il développe un argumentaire qui est à peu près celui qu'on connaît aujourd'hui, et ça va être repris par une partie des droites identitaires d'Europe de l'Est notamment. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de pays qui ne signent pas ce texte, quasiment tout le temps sous pression de leur extrême droite à l'intérieur du pays, qui utilisent les mêmes arguments de un texte contraignant, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une intox globale qui s'est répandue dans le monde entier. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que les Républicains, donc par la voix d'Éric Ciotti, mais pas que, ont été embrayés complètement sur le discours de Marine Le Pen et ont repris complètement ces éléments de langage sur le pacte international sur l'immigration, qui sont des éléments de langage qui viennent de la droite trumpiste américaine en fait. Madame Marine Le Pen dénonce sur le pacte dit de Marrakech une désinformation conduite par le Quai d'Orsay, le gouvernement, bref, le complot mondialiste comme d'habitude. Sachez que celle qui désinforme, c'est vous. Oui, vous propagez des rumeurs infondées, des fake news. Pardon, vous êtes le troll en chef. Eh bien, face à cela, nous voulons rétablir la vérité. Alors non, Madame Le Pen, le pillage de la France ne va pas être organisé par ce pacte. La France
elle est maître de son destin. Et le principe de souveraineté nationale, il est réaffirmé par le pacte. Vous le savez, paragraphe 7 du préambule, le présent pacte mondial établit un cadre de coopération juridiquement non contraignant. Il respecte la souveraineté des États. Alors, si vous savez lire, pourquoi dites-vous l'inverse? Pour semer le trouble? Pour semer la confusion dans les esprits? C'est une grande responsabilité que vous prenez. Non, le pacte n'obligera pas la France à accueillir plus de migrants. Le pacte, encore une fois, il est là pour poser le principe d'une responsabilité partagée, pour s'adresser aux racines profondes des migrations. Cessez de propager des rumeurs, des fake news, cela ne vous honore pas. Vous êtes une responsable politique. Il est bien, aujourd'hui, qu'on en revienne à la réalité des faits.